Bonjour à tout le monde. Félicitations à l'Euroclassica pour 25 années et remerciements à l'organisateur grec. Comment? Que je bouge ça ou bien que je bouge moi? Bon, je vais essayer. Je ne vous apporte que des bribes d'héritage antique d'Illyria Romana, mais espère vous encourager à poursuivre la recherche. Dans mon cas, il était très difficile d'isoler un segment de l'œuvre d'un grand poète pour qu'il satisfasse à la durée impartie pour les exposer, à la ligne directrice qui veut que ceux-ci ne soient pas trop sérieux, tout en évitant une approche par trop superficielle du sujet. L'humaniste Marcus Maroulis est né en 1450 et décédé en 1524 à Split, la ville sur la côte d'Almat où l'empereur Dioclétien a bâti sa fameuse villa. Alors, Split, comme ville, s'est construit autour de la ville en la dévorant et en la pointant en même temps. Alors, étant le père de la littérature croate, Maroulis a exercé son talent en 3 langues, en croate, en latin et en italien. Il a vécu et écrit au passage du XVe au XVIe siècle, et les lecteurs qui, d'après ses ouvrages les plus répandus, le voient comme un écrivain religieux, seront surpris par le fait que si l'on s'en tient au titre, les pièces religieuses ne représentent qu'une petite partie du recueil des Latinski stihovi ou les vers latins ou versus latini. Les poèmes qui y sont réunis sous le titre des épigrammes satiriques et érotiques auraient certainement surpris les lecteurs il y a une vingtaine d'années. À moi, ce titre me semblait assez provoquant pour avoir envie de parler de Maroulis aujourd'hui. Pour illustrer les contrastes par rapport au reste de l'œuvre de Marcus Maroulis, je vais mentionner ici les titres les plus importants de ses plus importants ouvrages écrits en latin. C'est comme vous le voyez, je ne sais pas si... Ah oui, ça se voit. De Institutione Bene Vivendi, per esempio, a Sanctorum, Vita Divi Hieronimi, David Dias, Carmen de Doctrina Domini Nostri Jesu Christi Pendentis in Cruce, etc. Il y en a encore de l'autre côté. La découverte de manuscrits de Glasgow en 1995
a mis en lumière un autre visage beaucoup plus léger du vieux moraliste. Les scientifiques trouveront certainement une nouvelle source d'intérêt dans cette dualité quasi janusienne entre le moraliste prosateur et l'auteur des épigrammes satiriques et érotiques. L'inventaire des thèmes qui, soit séparément, soit ensemble, ont été pris pour cible de ces flèches satiriques recense un mauvais poète qui est en même temps vorace, omniscience, la déchéance physique et l'impuissance sexuelle, le snobisme, l'adulation, l'intérêt personnel, l'impudicité et la promiscuité. Le premier épigramme que j'ai choisi, In pamphlegum malum poeta. Je ne vais pas lire les vers latins pour épargner le temps, mais vous l'avez sur les handouts que j'ai partagés. Si quelqu'un n'en a pas, il y a à côté de Bible. Nomen est omen, pamphlegos omnivore. Après un repas abondant, relevé d'ail, Pamphlagus invoque les muses et prend la plume pour composer des vers. Mais l'odeur épouvantable de l'ail a tellement éloigné les muses qu'il ne parvint plus à les convier, même à un repas plus raffiné. Ensuite, le poète lui donne le conseil de laisser la poésie aux autres et de prendre soin de remplir son estomac. Le deuxième épigramme, In Polyphémum. Quand le poète voit Polyphème dans une boucherie, il le prend pour un boucher. Quand il le voit assis, imbibé à la porte d'une cave, il le pense bistrotier. Alors, le voyant entrer dans un bordel, le poète le croit maquereau et lui donne le conseil de réduire ses activités à une seule pour qu'on sache de quoi il est vraiment capable. Qu'est-ce qui a inspiré le poète pour le choix de nom de son destinataire? S'agit-il d'une simple réminiscence de Martial ou bien d'un défaut physique établi? Le nom du héros des trois épigrammes suivants est certainement emprunté à Martial. Trois essais, trois variations sur le thème de la marche difficile nous amènent à la conclusion que le poète les a écrits dans sa première jeunesse, même encore comme un exercice scolaire. Le premier entre eux, Ad bassum pedibus debilem. Le poète se rit de l'homme qui, souffrant d'une attaque de goutte, est limité dans sa mobilité. Sans cette impitoyable maladie, il pourrait être plus rapide que la biche au pied d'un renne. Dans le deuxième, il écrit Ad eundem, une autre variante de la même moquerie. Le pauvre homme fait 1000 pas tout en restant au même endroit. Le poète avertit que c'est la marque des goutteux. Et le deuxième, c'est-à-dire le troisième dans la série, mais le deuxième sous le même titre, Ad eundem. Dans cette troisième variante, le poète engage Bassus à ne pas attrister de sa lenteur, parce que ceux qui sont rapides très souvent sont exposés aux chutes. Il donne l'exemple des chevaux rapides qui chutent très souvent, tandis que les bœufs marchent d'un pas assuré malgré leur lenteur. Il lui dit de ne plus se soucier de la lenteur de ses pas et de se contenter de ne pas tomber à terre. Et voilà, c'est la goutte en action, le podagra en action. Le sixième épigramme que j'ai choisi porte le titre Ad Bartolum Illyricum. Un Illyrien s'habille à la française, mais sa langue révèle son origine. S'il coupe sa langue et devient complètement muet, le poète pourra peut-être considérer qu'il est celui que réellement il n'est pas. Ces vers veulent dénoncer non seulement une faute de goût
de Bartholus, mais aussi l'odieuse flatterie qu'affiche sa francophonie aux yeux de ses concitoyens. In patronum supra causa estimationem a clientelo petentem, un homme est en procès avec Crassus. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui. Voilà. Un homme est en procès avec Crassus qui lui doit beaucoup d'argent, mais son avocat demande encore plus. Pour éviter des dépenses plus élevées que la valeur du procès, le pauvre homme remet toute sa dette à son débiteur. Le choix du nom Crassus, c'est probablement une allusion sémantique. Crassus, gras, puis stupide et ignorant. C'est l'avidité des avocats. In presens seculum. Pour condamner les vices de son temps, le poète appelle au secours les coryphées de la satire romaine, Lucilius, Horace, Pétrone, Perse et enfin le plus grand Juvénal. Mais il conclut finalement que la satire manquerait de papier si les poètes satiriques mentionnés vivaient de son temps. C'est split au Moyen-Âge. In amatorem Lucretiae habitantis Turim, il est difficile de dire si le nom romain cache les acteurs d'une affaire locale. La Lucrèce de Marullus et son Tarquin sont en véritable contraste avec la Lucrèce romaine, l'irréprochable épouse de l'honorable Tarquin Collatin. Le premier vers dit très peu de choses de Lucrèce. On apprend qu'elle est très courageuse et qu'elle habite dans une haute tour. On en apprendra plus du titre de l'épigramme suivante. Le deuxième vers décrit beaucoup mieux Tarquin. Il est mollis, mou, délicat, inactif. Le poète se moque peut-être d'un demoiselle vaniteux. Voilà, c'est la tour de Lucrèce. In eandem auro et donis corrumpi posse. Sans explication dans le titre, on conclurait très difficilement qu'il s'agit de la même personne que dans l'épigramme précédente. Si Danaé est l'autre prénom de Lucrèce, le thème de cet épigramme est la vénalité de la belle locale. L'influence de Martial y est très évidente. Il n'est pas clair pourquoi, dans la soumission des peuples barbares, cité notre poète trouve l'attestation de pouvoir destructif de l'or. Le 11e épigramme que je choisis, sous le titre « In marcum svaritsam uxori odiosum », les tensions matrimoniales sont très souvent provoquées par une libido défaillante à un âge avancé. On ne peut pas deviner s'il s'agit d'un cas concret ou juste de la constatation de la marque impitoyable des années qui enlève aux gens les plaisirs du lit matrimonial. Le 12e épigramme, In Margarita Meretricem, il ne s'agit que d'une déclaration impartiale d'éprouver de ton moralisateur. Marguerite a des enfants sans mari en adorant la déesse de l'accouchement, mais pas le dieu de mariage. Le poète laisse au lecteur le jugement moral sur une femme de petite vertu, ce qui est très inattendu, surtout en tenant compte de l'âge du poète au moment où il écrit ses vers. Et le dernier, le 13e, le 12e, 13e, je ne vois pas, c'est différent. Le poète ironise et se rit de l'obsession de Priape pour l'amour physique. Il nous offre les jardins, hortos, dont Priape est le patron, comme une clé métaphorique de la conclusion allégorique. Les femmes ne sont plus le sujet de l'intérêt érotique de Priape, mais les hommes. Pourquoi, après tout, resterait-il privé de l'amour divin?
Comme vous avez bien remarqué, simplement la première illustration et celle-là, la dernière, sont connectées à l'Antiquité classique. Tout le reste, j'ai cherché sur Internet dans le bois dense pour essayer d'illustrer les pensées du poète. Bien que de gustibus disputandum non sit, on trouve dans ces vers un témoignage de la verdeur de la langue latine qui se moquera toujours de tous ceux qui, même par plaisanterie seulement, lui donnent l'épithète de mort. J'avais l'intention de vous montrer un petit exemple de la profondeur des traces de l'Antiquité romaine dans la littérature croate et j'espère que vous allez y trouver une inspiration pour vos recherches futures. Merci beaucoup.